Alors, je vous propose de commencer cette matinée par une conférence introductive qui va durer une trentaine de minutes, au cours de laquelle nous allons écouter Alexandre Barré. Alors, avant de l'accueillir, je vais vous dire un mot d'Alexandre Barré. Il est ingénieur physicien et statisticien. Il travaille donc pour le Shift Project. Alors le Shift Project, c'est un think tank qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. C'est une association loi 1901 reconnue d'intérêt général et dont la mission consiste à éclairer et à influencer le débat sur la transition énergétique. Voilà, il est secrétaire de cette association qui rassemble des bénévoles. Il fait régulièrement des conférences donc pour vulgariser les fondamentaux sur le changement climatique et inviter chacun à passer à l'action. Il a piloté un projet de 2013 à 2014 sur la manière de rendre plus flexibles les consommations d'électricité dans le résidentiel. Voilà, il va donc nous exposer en visio, puisque nous allons le retrouver. Je pense qu'il est déjà en ligne, on peut peut-être déjà le voir à l'écran. Alexandre Barré, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Vous m'entendez ? Bonjour et bienvenue à vous pour cette matinée. On est heureux de vous accueillir. Vous allez donc nous parler climat. Vous allez nous expliquer un peu schématiquement les mécanismes du changement climatique, la gravité de celui-ci, mais aussi la notion d'empreinte carbone ainsi que certaines solutions pratiques pour tout à chacun, des actions plus larges aussi, des actions collectives. On vous retrouve donc tout de suite et puis à l'échange de cette trentaine de minutes de conférence pour vous poser des questions ici en direct de la salle et puis tous ceux qui nous suivent bien sûr sur les réseaux en direct tout au long de cette matinée. Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous, merci de me recevoir. C'est à la fois un grand plaisir et un grand honneur de pouvoir parler devant cette grande assemblée. Donc, on va parler pendant une demi-heure là des questions climatiques. C'est une présentation qui va effectivement très vite sur la question des mécanismes climatiques et qui se concentre plutôt sur des actions qu'on peut mener très simplement, très rapidement, pour diminuer son empreinte carbone. Alors, j'attends que la slide introductive. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le changement climatique, c'est un sujet qui est à la mode. C'est pas juste une question d'habillement. Il suffira pas de retirer un pull pour se sentir mieux. On va regarder tout ça dans les 30 minutes qui viennent. C'est un sujet qui est un peu plus large que ça. La slide suivante, s'il vous plaît. Il est lié à un phénomène qui s'appelle l'effet de serre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? Merci. Slide suivante, s'il vous plaît. L'effet de serre, très rapidement, parce que c'est un sujet qui est maintenant connu, c'est un phénomène naturel qui s'est toujours déroulé sur la Terre, en tout cas depuis plusieurs millions d'années, voire milliards d'années. La lumière du soleil apporte de l'énergie au système Terre-atmosphère. Une partie de cette lumière passe au travers de l'atmosphère, vient réchauffer la Terre, une autre partie est réfléchie. Slide suivante, s'il vous plaît. La Terre se réchauffant, slide suivante. La Terre se réchauffant, elle réémet de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Une partie de cette chaleur est réémise vers le sol grâce à l'atmosphère, ce qui a stabilisé pendant à peu près 10 000 ans la température de la Terre, température moyenne, ça va un peu vite, la température moyenne de la Terre à 15 degrés. Les activités humaines ont augmenté la capacité de l'atmosphère à retenir la chaleur, l'énergie, et donc il y a une augmentation qui s'ensuit de la température moyenne. Quand on parle de température moyenne ici, c'est bien la température moyennée sur l'ensemble des parties du globe et sur l'ensemble de l'année. Il ne fait bien sûr pas toujours 15 degrés partout sur Terre, ni même 16, ni même 17. Ici, on peut passer à la slide suivante maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces quelques degrés en plus?
Alors, pour se rendre compte de ce que c'est, on va faire une petite expérience de pensée. Imagine une planète, un hémisphère nord, où vous avez une calotte glaciaire qui fait quelques kilomètres d'épais, qui recouvre une bonne partie de la partie nord de l'Europe, jusqu'au nord de la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, enfin la partie nord de l'Angleterre. La France, elle, est une terre de toundra. Vous avez quasiment aucun arbre, ce sont des petits arbres qui poussent. Le sol est très souvent gelé dans l'année et vous arrivez à faire vivre globalement 100 000 habitants sur le territoire français. Le niveau de la mer est 120 mètres plus bas, donc en fait la Manche n'existe pas. On peut traverser à pied entre la Bretagne et entre la Bretagne et enfin, la Normandie et le sud de l'Angleterre. Euh, cette terre-là, ce que je viens de vous décrire, c'est la terre qui avait en France lors de la dernière période de glaciation, il y a 20 000 ans. Et l'écart entre cette situation-là et la situation d'aujourd'hui, la slide suivante s'il vous plaît, c'est un écart de 5 degrés uniquement. On voit qu'en 5 degrés, on est passé d'un climat froid pour nos régions à un climat complètement tempéré où on peut faire vivre plusieurs dizaines de millions d'habitants et les nourrir sur un territoire comme la France. Vous avez des mers qui ont monté de niveau et vous avez une alternance été, des saisons été-hiver et qui sont tout à fait agréables. En tout cas, on y est bien habitué. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passera si on rajoutait 5 degrés à cette planète? Slide suivante, s'il vous plaît. Que se passera-t-il? Quelle forme prendra la planète, enfin les terres émergées, et quelles conséquences ça aura sur la vie et sur nos modes de vie? Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui va se passer, on ne sait pas encore le dire très précisément. Par contre, on a quand même des bonnes idées. On sait que l'augmentation de la température moyenne va augmenter les sécheresses et les vagues de chaleur, ce qui va conduire inévitablement à des baisses de rendement agricole. Donc progressivement, vous allez avoir des baisses de rendement agricole qui vont conduire, eux, à des hausses du prix des denrées alimentaires, voire des ruptures d'approvisionnement. Évidemment, les humains vont avoir quelques difficultés à accepter ça. Et donc, vous allez avoir des tensions sociales qui vont se créer. Alors, ces tensions sociales, si elles sont dans des pays relativement stables, où les populations sont à peu près contentes satisfaites de leur état politique, à ce moment-là, c'est gérable et qu'ils ont des moyens. Dans des pays qui sont déjà déstabilisés, c'est la goutte qui fait déborder le vase, et vous avez des conflits, des révoltes, des révolutions, voire des mouvements migratoires et des conflits armés entre différents pays ou entre différentes régions d'un même pays. C'est une des conséquences. L'autre conséquence, c'est qu'il faut voir qu'une Terre qui a plus d'énergie, puisqu'en fait elle en gardera plus du fait de l'accroissement de l'effet de serre, c'est Terre qui est certes humide, qui est plus humide, et qui vit une montée du niveau des océans. Alors cette montée des niveaux des océans, eh bien vous allez avoir des zones côtières, le trait de côte va évoluer, et donc des zones côtières qui vont être submergées. Ce qui a pour conséquence d'abord de les rendre plus habitables, plus assurables d'un point de vue financier. Vous ne pouvez plus assurer certaines parties du globe. Déjà, certaines zones côtières, les assureurs refusent de les assurer puisqu'il y a trop de risques de submersion. Mais aussi d'autres difficultés du type des terres agricoles qui deviennent salées, donc vous ne pouvez plus cultiver. Ou l'accès tout simplement à l'eau potable, puisque l'eau de mer montant de niveau, elle s'infiltre dans les nappes phréatiques, et vous avez les nappes phréatiques qui deviennent salées.
Ce point donc a conséquence sur le territoire, évidemment, puisque les villes côtières vont devoir se déplacer, les modes de vie vont évoluer. Ça va se faire par rupture, puisque c'est pas quelque chose qui se fait de manière, c'est plutôt à l'occasion de tempêtes. Vous avez des avancées de l'eau, donc vous avez des territoires qui vont perdre, par exemple, de l'alimentation en électricité, des alimentations, des zones qui vont être endommagées, donc et plus habitables après physiquement, parce que les bâtiments sont endommagés et les modes de vie. Donc nos modes de vie vont être fragilisés. Si vous voulez une illustration, on pourrait se dire qu'on peut pas dire que ça se passera que au Bangladesh ou dans ces régions qui sont réputées très très plates. Il suffit de regarder le nord de l'Europe, enfin le nord, c'est par le grand nord, c'est la Belgique, l'Angleterre, le nord de la France, les Pays-Bas qui portent bien leur nom. Ils sont déjà très très ils sont pas très hauts par rapport au niveau de la mer. Et donc des évolutions, vous avez une carte là qui représente, alors vous avez les Pays-Bas qui sont sous le niveau de la mer, hein, à certains endroits, ça c'est bien connu, comme pour des gens des territoires, vous devez connaître cette particularité. Mais des polders, il y en a aussi dans le nord de la France, et des zones très proches au niveau de la mer et très plates, et il y en a dans le nord de la France, en Belgique, et en Angleterre. Grande-Bretagne, pour être très précis. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, d'où viennent ces gaz à effet de serre et on va regarder un peu plus d'où ils viennent et comment ils ont été émis. Sur la slide suivante, vous avez les émissions de CO2 annuelles. Alors attention, c'est pas le cumulé, c'est les émissions annuelles. Les émissions annuelles de CO2 de 1850 à nos jours. Alors ces émissions, elles ont commencé, si vous prenez 18, elles ont suivi l'évolution des évolutions techniques. Elles ont commencé dans les années 1850 aux alentours de 2 milliards de tonnes de CO2, 100 milliards de tonnes, hein, en 2 milliards de tonnes de CO2 par an. Et c'était une époque où on utilisait globalement, on déforestait et on brûlait du bois comme source unique d'énergie. Et puis, aux alentours à la fin du 19e siècle, il y a eu d'abord l'essor du charbon, puis la découverte du pétrole, ce qui a commencé à faire une augmentation des émissions de CO2, ce qui a d'ailleurs sauvé la forêt, puisqu'on a trouvé une énergie bien plus dense et bien plus pratique qui était le charbon dans un premier temps, puis ensuite le pétrole qui est encore plus pratique pour tout ce qui est moyen de transport. Et donc les émissions de CO2 ont commencé à augmenter progressivement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où on a une première rupture de pente, puisqu'on a eu une civilisation très industrialisée qui s'est développée à ce moment-là, à grande échelle, et donc une découverte des gisements pétroliers, et la grande époque du pétrole qui est devenue une source d'énergie complètement majeure. Les Trente Glorieuses, les chocs pétroliers dans les années 70, c'est la civilisation de la voiture. On a construit des villes, on a organisé les villes autour de la voiture, on a même construit des villes autour de la voiture dans certains pays. Je parle organisé en France parce que en France, les villes l'urbanisme était déjà grandement dans l'avant, mais des pays comme les États-Unis ont organisé la ville autour de la voiture. Et puis ensuite, dernière rupture, début des années 2000. Début des années 2000, eh bien, vous avez l'entrée de la Chine dans l'OMC, et puis une augmentation encore, une nouvelle rupture de pente sur l'augmentation de la consommation d'énergie et d'énergie carbonée. Et donc essentiellement, et là on a eu un retour du charbon, une hausse du charbon. Toutes les énergies ont continuellement augmenté en fait leur usage, hein, et le charbon a augmenté à cette époque-là aussi du fait de la Chine. Et on arrive à notre mode de vie actuel où on émet aux alentours de 40 milliards de tonnes de CO2 par an pour avoir le niveau de vie actuel de l'ensemble de l'humanité. La slide suivante, s'il vous plaît. En cumulé, ça fait 2400 milliards de tonnes de CO2. Il faut avoir en tête que la moitié de ces 2400 milliards de tonnes, c'est-à-dire 1200 milliards de tonnes de CO2, ont été émises depuis 1982. C'est pour mesurer l'accélération, c'est-à-dire qu'en 40 ans, on a émis la même chose en termes de volume de CO2 que ce qui a été émis en 120 ans
les 120 ans qui précèdent. Ces 2400 milliards de tonnes de CO2, si on s'arrêtait d'émettre aujourd'hui, mènerait une augmentation de la température moyenne de la Terre de 1,4 degré. Autant dire que le 1,5 degré, ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué à tenir. C'est la première mauvaise nouvelle de la matinée, je suis désolé. Euh, Slide suivante, s'il vous plaît. Si on continue sur ce rythme-là d'augmentation, on pense qu'on devrait sortir aux alentours de 4 à 6 degrés en 2100. Bien sûr, ces degrés qu'on donne là, c'est toujours en 2100, donc vous avez le phénomène qui dure dans le temps, et donc en 2100, on devrait passer par un point qui serait 4 à 6 degrés d'augmentation de la température moyenne. Si on continue à ce rythme-là. Évidemment, les gouvernements réagissent, les populations réagissent, ce qui fait qu'il y a des actions qui sont mises en œuvre qui devraient diminuer quand même la trajectoire, mais malheureusement, elles sont trop timides. Et si on voulait tenir les 2 degrés, et slide suivante s'il vous plaît, il faudrait émettre pas plus de 800 milliards de tonnes de CO2 entre aujourd'hui et 2100. On a un budget, il faut le voir comme un budget, on a un budget carbone de 800 milliards de tonnes de CO2 pour les 80 ans qui nous restent. Et si on arrive à tenir ce budget carbone, la récompense, c'est qu'on aura une augmentation uniquement de 2 degrés en 2100. Alors, il y a plusieurs manières d'atteindre ce budget carbone, de tenir ce budget carbone. C'est soit stabiliser tout de suite, slide suivante s'il vous plaît, soit stabiliser tout de suite et ensuite s'arrêter complètement. Donc, vous voyez, 800 milliards de tonnes, 40 milliards de tonnes, 20 ans. Dans 20 ans, en 2045, on arrête complètement d'émettre. Côté Shift Project et Shifters, on n'y croit pas trop. On pense qu'il vaut mieux avoir une démarche progressive avec un effort constant, ce qui vous donne une baisse comme vous verrez qu'on va voir sur la slide suivante, une baisse avec une pente qui est d'abord très forte et ensuite de plus en plus faible. Tout simplement parce qu'au début, ça va être des gains faciles, et à la fin, ça va être des gains très compliqués. Et plus ça va aller, plus ça va demander des efforts à la fois financiers et technologiques et organisationnels pour atteindre les derniers milliards de tonnes. Mais c'est à ce prix-là qu'on respectera les 2 degrés en 2100. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, plus précisément, d'où viennent ces émissions? Si nous prenons par exemple un smartphone, si nous prenons un smartphone, les émissions sont à peu près tous les stades, que ce soit à la sortie des matériaux, à la transformation du smartphone, etc., etc. Les émissions se passent à tous les niveaux. Malheureusement, slide suivante, quand on vous parle des émissions, souvent dans les politiques publiques ou même dans la slide suivante, s'il vous plaît, c'est uniquement sur la partie France, qui est la partie violette ici, alors que nous allons intéresser la partie orange, là, c'est l'ensemble du cycle d'émission, dans les actions qu'on va vous proposer après. La différence entre les deux pour un Français, c'est du simple au double, globalement. C'est-à-dire que globalement, si vous travaillez que sur les émissions domestiques, vous avez 50% des émissions de l'empreinte d'un Français. Et donc vous loupez la moitié, tout simplement. Si vous voulez aller au bout, il faut traiter l'ensemble du cycle. Alors, comment se répartissent ces émissions? Donc ça concerne tous les moyens. Slide suivante, s'il vous plaît. Ça concerne tous les moyens tout ce qui fait notre vie, hein, les services, ce qu'on mange, les bâtiments, etc., etc. Slide suivant. Comment ça se répartit et quelle valeur ça représente? Ça représente globalement 12 tonnes de CO2 par an et par Français. Ça veut dire que globalement, imaginez, vous avez un sac de 30 kilos de déchets sur vous tous les jours, tous les matins, vous prenez ce sac et vous le dispersez petit à petit toute la journée. Vous et moi, hein, tout le monde, hein. Toute la journée, on disperse ces déchets toute la journée, puis à la fin, le soir, on a tout dispersé, parfait, le lendemain matin, on en prend à nouveau et on disperse. C'est ça 12 tonnes. 12 tonnes, c'est 30 kilos par jour. Et ça se répartit comment?
Ça se répartit selon cette répartition-là, et on voit que ça touche à peu près tous les secteurs de la vie. Il n'y a pas un secteur qui est vraiment prépondérant. Et donc, c'est la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il va falloir réfléchir à tout. Il suffit pas de penser qu'on travaille que sur un point pour tout résoudre. Alors, il y a quelques actions qui vont faire gagner beaucoup sur chaque secteur, mais ça va toucher tous les secteurs. C'est à peu près. Alors nous, on va se concentrer dans la présentation sur les quatre plus gros, le transport, l'alimentation, l'énergie des logements et les biens de consommation. Ces pourcentages-là, je vous donne juste un point, c'est les pourcentages vus de l'acteur. Si vous prenez l'exemple très concret, c'est les transports qui est marqué ici, c'est les transports de personnes. Si je rajoute le transport de marchandises, on est plutôt à 30%. Mais nous, le transport de marchandises, on le met dans tous les biens, puisque vous, en tant qu'individu, vous n'avez pas le choix de comment a transporté le magasin de vêtements, comment il a transporté ses vêtements entre la Chine ou la Thaïlande ou je ne sais où, le Vietnam et la France. Slide suivante, s'il vous plaît. On va commencer par les biens de consommation. Les biens de consommation, c'est une règle bien connue dans les milieux du développement durable. On vous propose d'utiliser la règle des 3 R, c'est réduire, réutiliser et recycler. C'est bien de consommation, c'est-à-dire réduire la consommation des biens, réutiliser au maximum, et puis quand on a fini de les utiliser, essayer de les recycler les matières. Slide suivante. Si on prend le cas du numérique, par exemple, qui est un cas qui fait beaucoup parler, il faut avoir en tête que le numérique, c'est quelque chose de physique. C'est ça qu'on va essayer de vous montrer là. C'est quelque chose de physique qui est en explosion, puisqu'on a on a globalement augmenté par 10 le volume de données qui est transmis qui circule entre 2010 et 2020. On a fait x10 en 10 ans. Donc si on fait x10 dans les années qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, on sera passé de 1 à 100 en 20 ans. Voilà globalement le rythme du numérique. Donc ça veut dire des data centers, des fibres, etc. La salle suivante, s'il vous plaît. Côté numérique, deux parties qui sont en poids équivalent quasiment. Les appareils, ce qu'on appelle les appareils, c'est les terminaux, téléphone, montres connectés, ordinateurs téléconnectés, etc. Et puis les infrastructures, c'est-à-dire les data centers, les câbles, les fibres, etc. C'est moitié-moitié globalement en termes d'émissions de CO2, avec un petit peu plus sur les infrastructures. Commençons par les appareils. L'empreinte carbone liée aux appareils, elle est donc la moitié de l'empreinte carbone du secteur du numérique. Le secteur bien sûr la première chose à faire, c'est avoir des appareils. Sur la slide suivante, s'il vous plaît, c'est d'avoir des appareils. Slide suivante encore. Voilà, avoir des appareils faciles à réparer et à changer, pouvoir changer la batterie. Slide suivante encore, s'il vous plaît. Merci. Facile à réparer, pouvoir changer les batteries, donc tout ça c'est pouvoir réutiliser le matériel et pouvoir augmenter sa durée de vie. Sachez qu'un téléphone c'est à peu près 61 kg de CO2. Un ordinateur c'est entre 400 et 500 kg de CO2, un peu comme une télé connectée. Donc c'est quand même beaucoup. Si vous changez de téléphone tous les 2 ans, par exemple, c'est pas négligeable. Et puis si vous avez 3 téléphones ou 4 téléphones, c'est pas négligeable du tout. Donc il s'agit de diminuer ces appareils. Ensuite, si on applique la règle des 3 R, la question, donc, ça va être de limiter les achats de matériel. Quand les matériels, vous les utilisez plus parce que vous les utilisez pour différentes raisons, ne pas hésiter à les faire réparer et à les réutiliser, les donner à un petit cousin, les donner à un enfant qui a peut-être pas forcément besoin d'un PC hyper puissant, mais qui s'évitera d'en acheter un nouveau. L'utiliser dans d'autres contextes, souvent on a des performances qui sont bien meilleures, qui sont bien suffisantes, pardon. Et puis à la fin, quand on peut vraiment plus rien en faire, ne pas le jeter à la poubelle, mais l'envoyer dans le site de recyclage. Sachez que les entreprises électroniques ont obligation de reprendre les matériaux. Le matériel électronique, c'est une obligation légale pour les envoyer en recyclage. Si on parle des infrastructures maintenant,
Les infrastructures, l'empreinte carbone liée aux infrastructures, donc qui est une bonne moitié de l'empreinte carbone. 75% de cette empreinte carbone est liée visionnage de vidéos. Euh, en particulier, tout ce qui est vidéo HD va être énorme. Si vous prenez par exemple Netflix, 2 heures de Netflix, c'est 24 grammes de CO2. Les Français regardent en moyenne 3 heures la télé par jour, ce qui fait 35 grammes de CO2 par jour de télé, fois vous prenez le nombre de jours sur l'année, et vous avez ce qui est lié directement à Netflix. Voilà, puis bon, YouTube c'est un peu plus faible, et une bonne partie c'est du porno qui reste, ça c'est le fun fact, qui reste le plus gros flux de vidéos. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des serveurs derrière, hein. Et la slide suivante, s'il vous plaît. Pourquoi ça représente autant? C'est parce qu'en fait, toutes ces vidéos sont disponibles sur des serveurs qui sont situés dans des pays, pas forcément en France, et les pays qui sont alimentés par l'électricité et qui doivent être refroidis. Et tout ça, ça demande l'électricité qui est souvent produite par du charbon dans le monde, et notamment en Chine, en Chine quand les serveurs sont en Chine. Et donc, ça émet beaucoup de CO2. Pareil, évitez de stocker des informations dans le cloud. Ça fera gagner, ça évitera de la place serveur, et donc ça permettra de diminuer l'empreinte carbone. Si on applique tout ça sur les biens et services, j'accélère parce que voilà, on est pas en avance. La slide suivante, s'il vous plaît. Si on applique tout ça aux biens et services, vous voyez qu'on peut baisser de manière importante quand même les émissions de CO2. Regardez les parts relatives. Internet et technologie, c'est quand même 40%, 40% des 23% des biens de consommation. Donc globalement, c'est une dizaine de pourcents des émissions de CO2 d'un Français, l'empreinte carbone d'un Français. On n'a pas parlé ici de l'habillement, qui est aussi un gros secteur en termes d'émissions. On va passer à la salle suivante, s'il vous plaît, la salle suivante. Deuxième sujet dans le domaine que je qualifierais du plaisir, l'alimentation. Alors, selon vous, quel est l'aliment le plus émetteur de gaz à effet de serre? Alors, d'habitude, on a une salle, donc c'est plus interactif. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Slide suivante. La réponse. La réponse, c'est le bœuf. Manger 1 kilo de bœuf, c'est comme faire 239 km en voiture. Ce qui veut dire globalement, quand vous mangez 1 kilo de bœuf, c'est comme si vous preniez votre voiture, et que vous alliez, par exemple, à Gênes, depuis Saint-Raphaël. Voilà, c'est 270 km Gênes. Donc vous êtes à 1 kilo, un petit peu plus d'1 kilo de bœuf. C'est énorme. On voit vraiment l'énorme écart entre le bœuf et les autres viandes, et puis bien sûr les produits végétaux. Alors pourquoi? Slide suivante, s'il vous plaît. La première raison, slide suivante. La première raison, c'est que le bœuf est un ruminant. Et les ruminants ont la particularité d'avoir des bactéries dans la panse qui génèrent du gaz, du méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est 30 fois plus fort que le CO2. Et donc ce méthane ressort, il rote. Il rote fréquemment et il rejette ce méthane, et donc ça contribue au gaz à effet de serre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toute la chaîne, slide suivante s'il vous plaît, il y a aussi toute la chaîne d'alimentation qui nécessite, les bœufs sont des gros consommateurs, les bœufs, pardon, sont des gros consommateurs d'herbage, de maïs, de soja, de tourteaux de soja, etc. Et donc, ça entraîne de la déforestation, de la culture, qui elle-même génère du protoxyde d'azote, parce qu'on met des engrais pour faire pousser les plantes. Et les engrais génèrent du protoxyde d'azote qui est, lui, 250 fois plus puissant que le CO2. Et puis ensuite, vous avez la chaîne de traitement agroalimentaire qui demande des chaînes du froid, du transport et du conditionnement. Donc tout ça fait que le bœuf est un poids lourd dans le domaine de l'empreinte carbone. Slide suivante. Une des solutions, évidemment, c'est de préférer des légumes. Et donc là, vous gagnez sur un peu tous les postes.
Il reste le poste des engrais qu'il faudrait discuter, mais vous gagnez sur à peu près tous les postes si vous mangez des légumes de saison. De saison, c'est important parce que les serres sont généralement chauffées au gaz et ça fait et le gaz est un gaz à effet de serre. Le gaz naturel est un gaz à effet de serre et donc vous avez quand vous le brûlez, ça émet du CO2 qui est un gaz à effet de serre et donc ça contribue à émettre du CO2. Juste pour une idée, une tomate de saison, entre une tomate de saison et une tomate qui a poussé sous serre, vous avez une tomate d'hiver, donc vous avez un facteur 4 en termes d'émissions de CO2. Donc c'est pas du tout négligeable. C'est pas du tout un détail, cette histoire de serre. Donc mangez des légumes de saison et puis, si possible, en local pour éviter le transport et en vrac. Si on peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Finalement, les petits tips qu'on peut vous donner, c'est d'abord manger moins. Pareil, la règle des 3 R. En France et en Europe, en pays occidentaux, on est plutôt en suralimentation. Donc, si on peut manger un peu moins, c'est pas plus mal. Et pour ça, manger les petites assiettes, c'est un bien, c'est un gain. Ne pas gaspiller. Un tiers de ce qui est produit est jeté, part à la poubelle. La moitié de ce tiers en amont chez le consommateur et la moitié de ce tiers chez le consommateur dans la préparation. Donc, évitez de gaspiller. Et puis pour ça, une des solutions aussi pour aider à éviter le gaspillage dans l'amont, c'est ne pas hésiter à acheter des légumes moches, parce que les légumes moches sont souvent jetés dans les supermarchés mis à la poubelle, alors qu'ils sont aussi bons que les autres. Parce qu'ils se vendent moins bien. Donc achetez-les, comme ça ils se vendront aussi bien. Merci. Et donc là, on a un gain important, vous voyez, si on décide d'éliminer le bœuf ou réduire le bœuf et réduire la consommation de viande, on peut avoir des gains importants en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le slide suivant, s'il vous plaît, sur le transport. Le transport, la question du transport, c'est la distance. Un Français fait grosso modo 12 700 km par an et par habitant, ce qui représente la distance de Paris à Bali tous les ans. C'est comme si on allait à Bali, puis là une année, puis on revenait l'année après. Slide suivante, s'il vous plaît. Ces transports, slide suivante. Ces transports se répartissent à 60% sur les courtes et moyennes distances, c'est-à-dire les distances inférieures à 80 km, et 40% sur les longues distances. Alors attention, sur cette histoire de transport, il y a une vraie différence entre les personnes, une grosse dispersion, selon que vous habitiez en centre-ville ou pas en centre-ville, que vous ayez des hauts revenus ou pas des hauts revenus, parce que si vous habitez en centre-ville avec des hauts revenus, certes, vous ne vous déplacez pas beaucoup pour aller bosser tous les jours, mais par contre, classiquement, vous prenez l'avion pour aller en vacances à l'autre bout de la planète, et là, votre partie longue distance, ça devient énorme, et vos émissions deviennent énormes également. Et on va en parler juste après. La slide suivante, s'il vous plaît. En moyenne en France, les émissions de CO2 liées au transport, c'est 80%, le transport de personnes, c'est 80% lié aux véhicules et 20% à l'avion, et puis tout le reste, c'est du détail. Les transports en commun, tous les transports en commun, ça fait que 3%. Vous voyez, c'est comme c'est faible. La slide suivante. Alors, dans les transports quotidiens, eh ben, le plus simple, c'est commencer par éviter de prendre sa voiture. Donc, quand vous faites moins de 2-3 km, ça peut se faire à pied ou en vélo très souvent, quasiment tout le temps. Dans certains pays, même sous la neige, ils prennent le vélo. Sinon, prendre les transports en commun, vous allez gagner déjà 70% de l'empreinte carbone. Si vous pouvez pas faire ça parce que vous habitez en montagne et le vélo c'est pas possible, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, parce que vous êtes en grand périurbain, eh bien à ce moment-là, faut privilégier le covoiturage, ça divise quand même par deux les émissions, et puis privilégier les petites voitures, ça fait quand même des gros gains, et en termes de consommation. Et enfin, la dernière solution, c'est l'éco-conduite, c'est-à-dire vérifier la pression de ses pneus, rouler moins vite, etc., etc. Mais c'est vrai, il faut qu'on avance. Un Paris-New York en avion. Je ne vais pas vous laisser le temps de réfléchir, parce qu'il faut qu'on avance. On est à 2800 kg de CO2 pour une empreinte carbone d'un Français de 12 000 kg. Alors, 2,8 tonnes, si vous voulez, pour une empreinte un Français de 12 tonnes. On voit que c'est absolument majeur. Quand vous prenez un voyage en avion, faites un voyage long en avion, vous avez un impact très fort. Mais il y a très peu de personnes qui se déplacent en avion, donc en moyenne, ça fait que 20%. Par contre, celui qui va en avion, lui, à titre individuel, c'est beaucoup.
Évidemment, la solution, c'est de privilégier le train et les moyens de transport en commun dès que vous le pouvez, et notamment pour toutes les courtes distances qui font moins de 1 500 km, enfin courte distance, qui peuvent être faites en train et quand il y a une liaison en train qui existe. Donc sur le transport, la première chose, c'est essayer de diminuer l'usage de la voiture, diminuer l'usage de l'avion. On ne pourra pas complètement l'éliminer parce qu'il y a quand même toujours des besoins impératifs, familiaux, etc. Néanmoins, le diminuer le plus possible et à ce moment-là, vous avez une réduction importante l'empreinte, de votre empreinte carbone. Sur les logements, c'est la slide suivante. Quelle est la partie qui est la plus émettrice de gaz à effet de serre dans un logement? Eh bien, de très très loin, on est 77%. Slide suivante, s'il vous plaît. Slide suivante. 77%, c'est le chauffage. On est même un peu au-dessus en France, on est plutôt à 80%. Et donc les autres usages sont plus faibles. Donc la seule chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est le chauffage dans le logement résidentiel. Une solution, slide suivante s'il vous plaît. Une solution, la première solution, c'est diminuer la température des logements. 1 degré, c'est quasiment 10% d'émissions de CO2, de consommation d'énergie, et 10% et d'émissions de CO2 gagnées. Donc ça fait du bien à la facture et ça fait du bien au climat. 10%, c'est voilà, et 1 degré, c'est pas énorme. Passer de 23 à 22, c'est à mon avis tout à fait acceptable. En général, les logements sont chauffés maintenant entre 21 et 22. Rappelez-vous, dans les années 60, fin des années 70, ce qui était préconisé, c'est 19 degrés. Et d'ailleurs, je passe le message, c'est ce qui est demandé aussi réglementairement dans les locaux des collectivités. Ça doit être 19 degrés. C'est un décret du Code de l'énergie. Après, la deuxième solution, c'est aussi choisir un meilleur logement, mieux isolé à la base, ou préférer, si vous avez le choix entre un appartement et une maison, bah, l'appartement émet structurellement moins, puisque vous avez moins de faces exposées à l'extérieur, à isolation comparable évidemment. Et puis enfin, la rénovation énergétique, qui est évidemment une très bonne solution, mais qui coûte cher et qui met du temps. Voilà. Si on passe au point suivant, et ce qui sera la conclusion, si vous appliquez toutes les recettes, on estime qu'on peut atteindre un tiers de réduction de l'empreinte carbone individuelle. 30%, ce qui est pas mal. Slide suivant, s'il vous plaît. Ça fait un tiers de réduction, c'est pas mal, puisque la pente qu'on vous donnait au départ, qui semble raide, c'est 5 à 7% par an. Donc un tiers, ça permet d'avoir 2-3 ans devant nous pour trouver des solutions plus structurelles. Évidemment, les 2 tiers qui restent, c'est des travaux collectifs, et c'est le problème plus de politique publique que de comportement individuel. Et ça sera, on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Ne croyez pas que ça sera simple. Ça demande des efforts. Vous sentez bien que c'est quand même des changements d'habitude de vie, et il faut y aller doucement. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est y aller doucement. Il ne s'agit pas de tout faire tout d'un seul coup. Il faut y aller progressivement. Par contre, ne jamais revenir en arrière quand on a pris un comportement vertueux. C'est la solution pour avancer. Et la slide suivante, s'il vous plaît. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner sur les évolutions, slide suivante, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'y aller à plusieurs. Ne pas partir tout seul. Quand on part tout seul, on s'épuise. C'est comme en randonnée, c'est pareil. Donc, il faut y aller. C'est pas sûr de partir en randonnée tout seul. Faut pas partir tout seul dans ce genre de truc. Donc, il y a des groupes, faut être dans des collectifs, etc. C'est comme ça qu'on on a le plus sûr d'arriver au bout. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai peur d'avoir été un peu long. Je sais pas si non, j'ai dû commencer un petit peu en retard. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Alexandre Barré. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, restez avec nous. On va continuer, on peut l'applaudir. Merci.
Merci de cet exposé. Pour ceux qui sont en direct, qui nous suivent sur leurs écrans, on va se retrouver à 10h40. Le signal va bientôt se couper. On se retrouve à 10h40. Pour ceux qui sont dans la salle, nous allons en profiter pour poser des questions à Alexandre Barré suite à son intervention. Donc n'hésitez pas à lever la main. On a un micro dans la salle qui va circuler pour lui demander des compléments d'information. Je regarde si vos mains se lèvent. En tout cas, il y a une main qui se lève là, donc le micro Alexandra va vous amener le micro. Moi, j'ai une question à Alexandre Barré en attendant qu'on fasse passer le micro dans la salle. Il est juste là, Alexandra. Voilà. Vous indiquez qu'il faudrait donc limiter nos émissions cumulées de gaz à effet de serre à peu près de 3200 milliards, c'est ça, de tonnes d'ici la fin du siècle pour tenir l'objectif des 2 degrés. Est-ce que si nous tenons cet objectif, nous aurons définitivement stabilisé la situation, ou est-ce qu'il y a d'ores et déjà d'autres des déséquilibres qui sont enclenchés et que nous allons devoir de toute façon subir? Alors la mauvaise nouvelle, c'est que non. Une fois qu'on aura stabilisé nos émissions de CO2, et ben le système va continuer à évoluer quand même et se stabilisera dans une situation dans plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, à une autre situation qui sera... C'est un point de passage, le point en 2100, c'est pas du tout la fin de l'histoire. Si vous regardez les rapports du GIEC et vous regardez les évolutions prévues du niveau de la mer, ils arrivent assez précisément maintenant, ils commencent à mettre des trajectoires qui vont jusqu'en 2300, voire au-delà. Donc c'est des choses qui vont pas s'arrêter, ça va continuer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que plus on limitera les émissions aujourd'hui, plus on aura quelque chose qui sera gérable sur la suite. Mais c'est une affaire qui va nous occuper encore. Ça va être l'affaire des siècles à venir. C'est pas du tout une affaire qui va durer 10 ans. C'est une affaire qui va durer des dizaines d'années, voire des siècles derrière. Le dernier point sur ces histoires de dynamique, il faut comprendre aussi que ce qu'on va vivre en 2050. Je parle de 2050 parce que personnellement, vous avez vu la couleur de ma barbe, 2050, 2060. Après, malheureusement, je ne le verrai plus. C'est une partition qui est déjà jouée. En réalité, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises il y a 10 ans, 15 ans et jusqu'à aujourd'hui, qui font le climat de 2050-2060. Aujourd'hui, on travaille pour le point de sortie 2100. C'est-à-dire pour nos enfants et pour nos petits-enfants. La trajectoire 2050 est quasiment déjà écrite en fait, malheureusement. Alors on a une question dans la salle. On vous passe le micro. Merci de vous présenter. Donc, je suis Christophe Bell, président de l'Espace Citoyen, Conseil de développement du CONIACE. C'est pas vraiment une question que j'ai, je voulais juste apporter une information complémentaire sur un document que vous avez produit et qui est bigrement intéressant, qui parle de la décarbonation de l'administration. Et voilà, je voulais juste le donner en information parce qu'il pose une question qui est assez fondamentale, qui dit que si on va vers des moments véritablement difficiles, je pense que les administrations vont avoir un rôle absolument extraordinaire à jouer pour être capables de continuer à soutenir ceux qui vont être en difficulté. Et je pense que s'il y a un secteur qui ne peut pas être en panne de fonctionnement face à tout ce qui risque de nous arriver, c'est bien les administrations pour réussir à continuer à faire que les choses fonctionnent. Voilà, c'était juste le témoignage que je voulais apporter. Alexandre Barré, oui, merci. Ça me permet de faire de la... Bien sûr, allez-y. Ça permet de faire de la pub pour toute une série de documents qu'on est en train de sortir, qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française, où vous avez secteur par secteur. Et à ces documents-là, il y a un autre document qu'on a sorti il y a quelques semaines, qui est sur les territoires et la résilience des territoires, qui, à mon avis, pour des conseils en développement, sont une lecture intéressante. Une autre question. Bonjour. Bonjour, Jean-Pierre Valéry du Conseil de développement de Saint-Étienne Métropole. On n'est pas là pour être pessimiste, au contraire, on est là, mais avant tout pour garder de la cohésion sociale. Et tout effort qui est demandé, notamment avec tous les vents contraires politiques qu'il y a aujourd'hui, doivent
apporter la cohésion. Sinon, je pense plutôt qu'on fera du recul, et c'est justement ce que vous disiez, qu'il ne faut surtout pas arriver. Or, la pollution n'a pas de frontières, et la France, on est un tout petit pays dans le monde. Côté énergie, la France a fait le choix du nucléaire qui consomme 0 CO2, et on a vu que, par exemple, l'Allemagne est plus partie sur des énergies renouvelables avec le corollaire d'une consommation de gaz et de charbon. On parle de réguler le nombre de vaches vu qu'elle produit beaucoup, mais combien de milliards serons-nous en plus dans quelques années? Et là, on ne sait pas réguler la population. La question que je me pose, à notre niveau, faire beaucoup d'efforts, c'est bien. Est-ce qu'on va avoir l'acceptabilité de la population? Et est-ce que la France, à elle toute seule, va faire baisser le niveau de CO2? Alors, sur la France, évidemment, la France, c'est ce qu'on entend, et c'est un fait, la France représente à peu près 1% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc on peut se dire que ça sert à rien et autant nous continuer comme avant. Alors, d'une part, quand on parle de ces 1%, c'est 1% euh, qui sont les émissions domestiques, donc c'est pas l'empreinte. Si on met l'empreinte, ça fait 2%. C'est un petit peu plus, c'est pas significatif, mais c'est un petit peu plus. C'est le premier point. Le point important, c'est qu'effectivement, euh, la France elle-même, c'est pas parce que nous on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre qu'on sauvera la partie. Par contre, il faut que tous les pays le fassent. Si tous les pays qui font pas la majorité des émissions de gaz à effet de serre ne font pas l'effort, on s'en sortira pas non plus. C'est-à-dire que ça doit être et la France et la Chine et les États-Unis, pour parler des gros dont on entend toujours parler. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'aussi, il faut pas oublier les effets d'entraînement qu'il y a entre les pays. La France est certes un petit pays en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On reste dans les 10 premières puissances mondiales et avec un rayonnement culturel qui est pas négligeable, et donc c'est quand même un modèle de développement qui est exporté. C'est-à-dire que le savoir-faire français, notamment dans ce qui est la conception des villes, la conception de l'urbain, qui est au cœur du sujet, parce que si vous faites la somme, en gros, des émissions liées au transport, qui est lié au modèle urbain, et aux émissions liées à l'habitat résidentiel tertiaire, enfin l'habitat et au tertiaire, vous avez globalement les 50% des émissions de la France. C'est essentiel en fait, hein, la forme urbaine, c'est quelque chose de central dans la question de la lutte contre le changement climatique. Et je parle même pas d'adaptation. Et donc cette connaissance qu'a la France, dans la capacité à construire des villes, on a quand même des grands opérateurs qui sont capables de le faire, et ça s'exporte. Et si la France arrive à montrer qu'on peut faire des modèles de villes qui sont résilientes et qui sont sobres en carbone, je pense vraiment qu'on peut avoir un effet d'entraînement, ne serait-ce que parce que nos entreprises vont aller vendre nos savoir-faire et notre connaissance ailleurs. Donc il y a ces deux aspects-là. Il y a un aspect on doit faire notre part, et il y a un aspect effet d'entraînement qui est à la fois culturel, parce qu'on a quand même on garde un rayonnement important au niveau mondial, et un aspect économique basique qui est quand même on va proposer des solutions qui seront intéressantes. Alors, on a une autre question dans la salle. Le micro a été donné. Bonjour. Oui, bonjour. Bénédicte Sorid de l'Espace citoyen du Grand Annecy. On vient de voir la COP26 se terminer avec beaucoup de mal au niveau des administrations, des pays, etc., pour arriver à quelque chose de cohérent. Et par contre, on a vu 100 000 jeunes dans les rues d'Écosse, à Glasgow. Que pensez-vous, en fait, de cet effet d'entraînement des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment motivés pour changer les choses et qui voient que l'administration est incapable de faire ces changements? Est-ce que vous avez quelques conseils à leur donner? De venir nous rejoindre, par exemple. Ça me permet de repréciser, les Shifters, c'est une association de bénévoles donc, qui en appuie au Shift Project. J'ai travaillé pour le Shift Project, mais moi je suis moi-même pas membre du Shift Project, je suis dans l'association des bénévoles qui en appuie. Et notre association, globalement, il y a 3 ans, on était 500. Aujourd'hui, dans notre écosystème, alors tout le monde n'est pas cotisant, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais on est entre 7 000 et 15 000. Il y a un vrai mouvement de société, c'est clair. C'est clair qu'il y a un mouvement de société. C'est plutôt des jeunes, les gens qui nous rejoignent. Il y a une vraie inquiétude chez les jeunes.
après, face à cette inquiétude, il y a deux réactions. Il y a des jeunes qui sont plutôt en repli, puis il y a ceux qui agissent, qui veulent agir et qui se mettent dedans, qui se mettent en mouvement. Les gouvernements, les hommes politiques, ils font ce que demande leur population, globalement, en tout cas dans nos pays démocratiques. Euh, donc, continuer à en parler, à en parler, à en parler, à en parler, et à être présent dans. Nous, on n'est pas très manifestation de rue, c'est pas trop notre culture. On est plutôt, bah voilà, faire des conférences. On fait des conférences, on écrit, on fait de la veille, on écrit des documents, et puis faire circuler l'info pour que les gens comprennent et prennent conscience du sujet. Une fois, je distingue bien les deux parce que on commence par comprendre, ensuite on prend conscience. Ensuite, on a peur et on fait plus rien. Et puis après seulement, on se met à faire des actions, etc. Et il y a bien ce processus-là, ça met du temps. Il faut pas. Les choses bougent très fort en ce moment. Hein. Alors, vont pas assez vite vu l'urgence parce qu'on a pris énormément de retard. Mais les choses bougent très fort quand même. Hein. Et vous l'avez dit, il y a plein de jeunes qui s'impliquent. On a quasiment en France personne qui a un discours ouvertement climato-sceptique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a pas complètement disparu, mais qui est quand même Alors, très Alexandre minoritaire. Barré, le temps presse. On va prendre une dernière question. Pardon. Assez courte, s'il vous plaît, et une réponse assez concise aussi de votre côté, Alexandre, et puis on va conclure. Oui, pardon. Bonjour. Du coup, Achille Audouard, bonjour, métropole de Lyon pour le Conseil de développement. 3 points très rapides, du coup. Tout d'abord, je voudrais répondre à la personne, justement moi, il ne faut pas oublier que le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée, puisqu'il y a tout le transport, etc. Le fait d'aller le chercher, l'uranium, on n'en a pas en France. Et que par ailleurs, si on est aujourd'hui, s'il y a un accident nucléaire, je pense que c'est un gros problème. Par ailleurs, c'est aussi un manque d'investissement public dans les énergies renouvelables qui pose problème. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur votre question parce qu'on est pressé par le temps. Je vous renvoie du coup au rapport Négawatt, et si le rapport Négawatt vous hérisse les poils, je vous renvoie au rapport RTE qui vient de sortir. Pour Monsieur Barré, merci beaucoup tout d'abord pour votre présentation. Et à la fin, vous avez conclu en disant qu'il fallait aller lentement, mais en même temps, dans votre présentation, vous avez aussi exposé le fait que malheureusement, il fallait aller aussi rapidement parce qu'il y avait une réelle problématique vis-à-vis du changement climatique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu un paradoxe? Voilà, merci encore pour votre présentation. Alors, c'est pas un paradoxe. Alors, si j'ai dit lentement, j'ai dit une erreur. Il faut y aller progressivement. Il faut pas y aller brutalement. La brutalité, je pense que ça marchera pas parce que les gens vont se braquer, etc. Et après, il faut voir qu'est-ce que ça veut dire rapidement à l'échelle d'une société et progressivement à l'échelle d'un individu. À l'échelle d'un individu, par exemple, dire je ne mange plus de bœuf, par exemple. Je fais mon cas personnel, et je vais répondre très rapidement, je le promets. J'étais un gros mangeur de bœuf. Je ne mange plus de bœuf que de temps en temps, genre une fois par semaine. C'est déjà un gain énorme. Si tout le monde fait ça, ça serait rapide pour la société. Alors que pour moi, c'est très progressif à titre individuel. Donc en fait, il y a pas quelque chose, c'est pas opposé. Faut voir, est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'était une société qui évolue? La société doit évoluer rapidement à son échelle, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément très brutal au niveau des individus. Merci beaucoup, Alexandre Barré. Merci pour tous ces éclaircissements. On vous applaudit encore une fois. Merci. Merci, on va continuer ici après une pause. On ne peut plus prendre de questions. On va faire une pause.